Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Parler de politique toutes les semaines et nous vous remercions de choisir ce petit écran pour écouter ce que j'appelle l'information vraie. Je suis Constiega. À l'entame de cette émission, plus besoin de vous dire qu'on parlera du Togo, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la République démocratique du Congo. Nous parlerons aussi du Gabon. Nous parlerons aussi du Cameroun. Nous irons faire un tour du côté du Sénégal. Et aussi, nous parlerons aussi de la COP28 du côté de Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Vous êtes sur votre petit écran. C'est l'heure tout simplement de vous présenter l'information vraie qui rime, le continent africain. Tout de suite, pour ouvrir cette émission, place à l'actualité au Cameroun. Une actualité brûlante des politiques, surtout, disons plutôt des sénateurs. Le Sénat camerounais adopte le projet de loi malgré les amendements des sénateurs, enfin de certains sénateurs en séance plénière à Yaoundé, capitale de la République du Cameroun. L'équipe de CNN dirigée par Carole s'est rendue à cette séance plénière. Reportage Charlotte Abdoulaye. Après l'Assemblée nationale camerounaise, c'est au tour du Sénat camerounais d'adopter le projet de loi portant code minier au Cameroun, et ce malgré les amendements faits. La séance plénière a été très animée en raison de la grande quantité des questions posées par les sénateurs qui souhaitaient obtenir plus d'informations sur les tenants et les aboutissants de ce texte de loi défendu par le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique de la République du Cameroun. Au rang des innovations qu'apporte ce projet de loi portant code minier, l'octroi à titre exclusif à la Sonamine des compétences en matière d'achat et de commercialisation de l'or et du diamant sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique camerounais par intérim a fait des précisions sur la mise en œuvre des hautes instructions du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. On a déjà 6 millions de tonnes de Kribi Grand Zambi. Ce qu'on est en train de développer maintenant comme mesure transitoire, c'est de transformer 3 millions de tonnes. Et il y a une seule société au Cameroun qui est capable, parce que c'est le milliard d'investissements. Donc, 33 millions de tonnes sur peut-être 40 millions total, on n'a pas de capacité même d'atteindre 5% de transformation. Donc, les champs sont ouverts, on veut beaucoup de sociétés. Mais pour le moment, il y a une seule société qui peut prendre cette partie intermédiaire, sidérurgie métallurgique, de rendre la matière première de 70% à 100%. C'est à partir de 100% qu'on va parler de la transformation en industrie. Quasiment les 200 articles de ce projet de loi passés en revue au cours de cette plénière. Les questions de transparence, de gestion des carrières artisanales et du travail des enfants sur les sites miniers, entre autres, soulevées. Après l'Assemblée nationale, le Sénat est favorable à ce projet de loi qui est le résultat de la relecture critique de la loi numéro 2016 du 14 décembre 2016 portant code minier. Il attend maintenant d'être promulgué par le chef de l'État pour avoir force de loi. Après le Cameroun où les sénateurs sont arrivés à réguler tout ce qui concerne les mines au Cameroun, nous avons décidé de parler de la Côte d'Ivoire qui vraiment bouge énormément ces derniers temps. La Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Le chef d'État de la Côte d'Ivoire, président de la République Alassane Ouattara, a accordé une audience au président de la commission de la CEDEAO, M. Omar Alieu Touré. Entretien le mercredi 29 novembre au palais présidentiel. L'équipe de CNN dirigée par Ousmane Koulibaly et Lévit Vonon était bel et bien au palais présidentiel. Reportage.
Le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi 29 novembre 2023 au Palais de la Présidence de la République avec le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, M. Omar Alieu Touré. Le président de la commission de la CEDEAO a dit être venu saluer et traduire ses admirations au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, pour son leadership dans la conduite des affaires de la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'il fait pour la sous-région. Monsieur Omar Alieu Touré a par ailleurs souligné avoir passé en revue avec le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, un certain nombre de sujets concernant la sous-région, notamment les questions liées à la sécurité dans l'espace communautaire. Il a également recueilli des conseils et orientations de la part du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis venu pour saluer son Excellence, Monsieur le Président, et de le féliciter en fait de ce qu'il est en train de faire au pays et dans la sous-région. Son leadership dans la sous-région est toujours reste important et nous sommes là pour exprimer notre gratitude à ce qu'il est en train de faire pour nous ici à Côte d'Ivoire ou bien dans la sous-région. J'ai lui donné quelques informations sur le sommet de 10 décembre, le sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja le 10 décembre. Et aussi, j'ai fait un tour de table avec son Excellence pour recevoir ses conseils sur les problèmes et les questions d'insécurité que la sous-région fait face actuellement. Le ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine, M. Wotabuna Ouattara, ont pris part à la rencontre. Après cet entretien de plus fructueux, rien de plus normal de quitter la Côte d'Ivoire pour le Congo. Le Congo, pour ceux qui nous regardent du côté des Émirats Arabes Unis, pour ceux qui nous regardent du côté même de la Mongolie, de l'Australie, au fin fond encore des États-Unis, sachez que le Congo est un pays d'Afrique centrale dirigé par le président Denis Sassou Nguesso. Et c'est dans ce pays qu'a eu lieu la pose de la première pierre de la construction du laboratoire de santé publique de la capitale économique congolaise, à savoir Pointe-Noire. Cette pose de la première pierre a été immortalisée par Hilaire Blanchard et Teddy Ossé depuis Pointe-Noire au Congo. Un laboratoire de santé publique sera bientôt construit dans le département de Pointe-Noire. L'infrastructure sera construite dans le cadre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, REDIS 4. La cérémonie de la pose de la première pierre du laboratoire de santé publique de Pointe-Noire est présidée par le ministre de la Santé publique du Congo, M. Gilbert Mokoki. Le projet ambitionne de renforcer les capacités intersectorielles, nationales et régionales en matière de maladies et de préparation aux épidémies de la sous-région Afrique centrale. La cérémonie de ce matin n'en déroge pas, puisqu'elle marque ainsi le début d'une phase nouvelle du développement et de la diversification des activités du Laboratoire national de santé publique, tant souhaité par mes prédécesseurs et aussi par l'ensemble de son personnel. Le projet de construire une antenne dans la ville de Pointe-Noire remonte à plus d'une décennie, tant la nécessité de disposer d'une structure de ce type était pressante au regard de ce que la ville de Pointe-Noire ait toujours joué un rôle majeur dans la survenance de certaines épidémies dans notre pays. Je mesure évidemment, de par l'importance que le gouvernement de la République, en particulier notre ministre de tutelle, accorde à la réalisation de cette antenne dans cette ville, la fierté des agents du Laboratoire national de santé publique de voir se concrétiser leur investissement, étant toutes et tous à l'origine de ce magnifique projet de laboratoire. Il s'agit donc pour eux de se voir reconnaître ici leur abnégation et le volontarisme dont ils ont fait montre pendant plus de 3 ans, ainsi que l'attente désormais légitime de voir ouvrir les portes de cette antenne d'ici fin 2024. La réalisation de ce projet a été attribuée à un acteur majeur dans le secteur du BTP en République du Congo, en l'occurrence la société MBTP, société créée en 1985. Nous sommes fiers de notre parcours
qui témoignent de notre engagement envers l'excellence, la qualité et la performance qui est alignée avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour un Congo prospère. Notre équipe, composée de talents congolais, est hautement qualifiée et dévouée. Leur expérience approfondie dans le projet similaire nous confère une confiance absolue dans notre capacité à relever des défis complexes et à livrer le projet dans une durée de 12 mois. Nous comprenons l'importance de respecter les délais et nous mettrons en place des mesures efficaces pour optimiser l'efficacité et la productivité de notre équipe. Notre engagement et notre souci des détails sont les piliers de notre approche. Chaque étape de ce projet sera soigneusement planifiée, exécutée et contrôlée pour garantir la qualité et la conformité aux spécifications requises. Nous serons attentifs des moindres détails. L'antenne en construction du laboratoire de santé publique de Pointe-Noire va venir pallier les différentes difficultés auxquelles les populations sont parfois confrontées. La Banque mondiale a été heureuse de répondre de manière positive à accompagner la République du Congo à se doter d'un deuxième laboratoire implanté ici à Pointe-Noire, poumon économique et la deuxième ville la plus importante du pays par la taille de sa population. Je salue la clairvoyance du gouvernement congolais qui a su tirer les conséquences de l'expérience dramatique de la Covid-19 pour décider de doter le pays en général et la ville de Pointe-Noire en particulier d'un deuxième laboratoire performant afin de pallier les principales difficultés auxquelles sont confrontées les populations relativement à la qualité des examens de laboratoire. L'appui de la Banque mondiale à la construction de l'antenne du laboratoire national de santé à Pointe-Noire se fait à travers le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, REDIC 4. Nous avons entendu parler des objectifs de ce projet, qui vise principalement à renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales de surveillance collaborative des maladies et de préparation des épidémies dans la région de la communauté des États de l'Afrique centrale. Il s'agit d'une œuvre évaluée à 3 milliards et cela a été rappelé par l'entreprise MBTP. Le risque d'accélérer des travaux devrait nous permettre de garantir la clôture effective de ce projet dans les meilleurs délais. Cette série d'allocutions est suivie du rituel de bénédiction du site et la pose de la première pierre par le ministre de la Santé publique du Congo, M. Gilbert Mokoki. Après Pointe-Noire, capitale économique congolaise, nous nous envolons pour le Tchad. Au Tchad, 2 envoyés spéciaux suisses ont été reçus par le président de la transition, président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Cette audience ayant pour but, entre autres, la sécurité, la paix, le développement durable et le renforcement de la coopération bilatérale. L'équipe de CNN vous rapporte ce reportage qui est tout à fait bénéfique et montre encore une fois, comme je n'aurais cesse de le rappeler, que nos chefs d'État sont toujours au four au moulin et travaillent d'ailleurs plus de 8 heures par jour, les 8 heures qui sont imposées presque au peuple de nos pays d'Afrique. Nous allons à N'Djamena, au palais présidentiel de la République tchadienne. Raoul Sankoué. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience 2 diplomates de la Confédération suisse. Il s'agit de l'ambassadrice Cédrine Beney, envoyée spéciale pour le Sahel, et M. Sylvain Astier, envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique. Avec le chef de l'État, les 2 diplomates suisses ont discuté des questions relatives à la paix, à la sécurité, au développement durable et au renforcement de la coopération bilatérale. Ceci dans la dynamique du tour des capitales qu'ils ont entamé avec pour objectif de développer une approche commune de la coopération qu'entretiennent leurs pays avec les États du Sahel. Le Tchad est un partenaire stratégique pour la Confédération, notamment en matière de la paix et de la sécurité. 2 valeurs qui guident la politique extérieure suisse déroulée par les envoyés spéciaux pour le Sahel et la Corne de l'Afrique.
L'audience accordée par le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a ainsi permis aux deux diplomates suisses de lui réitérer la disponibilité de leur pays à accompagner le Tchad dans la construction d'une paix durable dans la sous-région. Les nouvelles orientations de la Suisse, renforcées par son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU, ont fait l'objet des échanges au regard des défis que rencontre le Sahel. Des échanges avec le chef de l'État, il s'est dégagé une appréciation nette du niveau de coopération bilatérale vieille de 50 ans. C'est félicité l'ambassadrice Cédrine Beney. Au Tchad, on a un bureau de coopération depuis plus de 50 ans qui met en œuvre notre politique de paix, notre coopération au développement, l'aide humanitaire. Et ça, on le fait dans des domaines comme l'éducation, la sécurité alimentaire, le développement économique local. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement on le fait au Tchad, mais on le fait dans d'autres pays de la région, comme au Mali, au Niger, au Burkina, au Bénin. Ma fonction, en tant qu'envoyé spécial de la Suisse pour le Sahel, c'est justement de faire un lien entre ces différents pays et mon pays, la Suisse, et puis d'avoir une approche régionale justement sur les questions de paix et sécurité. La Suisse, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, compte mettre à profit son siège pour promouvoir ses valeurs et intérêts découlant des 4 priorités que s'est fixée la Confédération, à savoir la construction de la paix, la protection de la population civile dans les conflits armés, la sécurité climatique et le renforcement de l'efficience du Conseil de sécurité. Cette émission a été créée dans un premier temps pour vous présenter comme ça les prouesses de nos chefs d'État, surtout montrer au grand public, aux Africains que nous sommes, comment est-ce qu'ils travaillent et savoir que c'est pas facile parce que nous tenons quand même à pallier à différents remous qui se font de temps à autre, où les premières critiques sont toujours dirigées sur nos leaders, nos chefs d'État, croyant que ces derniers ne travaillent pas. Nous quittons le Tchad pour le Sénégal. En République sénégalaise, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a reçu en audience le lundi 27 novembre 2023 les équipes médicales sénégalaises et turques qui ont réussi une transplantation rénale dans son pays, le Sénégal. Quand on sait ô combien c'est douloureux de faire des transplantations en tout genre, mais celle-là a été réussie au Sénégal par une équipe conjointe de Sénégalais et de Turcs. Reportage Charlotte Abdoulaye. Après le succès de la première opération de transplantation rénale, l'hôpital de Ouakam, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a reçu ce lundi 27 novembre 2023 les équipes sénégalaises et turques qui ont réalisé cette prouesse. Cette réussite est le fruit d'un processus de coopération entre le Sénégal et la Turquie. Le professeur El Farika, président du comité national du don et de la transplantation d'organes, a exprimé avec beaucoup d'émotion et de satisfaction ses remerciements aux autorités pour leur soutien. Nous réitérons nos remerciements au chef de l'État d'avoir bien voulu nous recevoir pour faire le point pour cette activité. Je pense que les premières transplantations, nous les avons reçues avec beaucoup de satisfaction et également beaucoup d'émotion parce que nous avons toujours le regard de ces patients qui ont retrouvé l'espoir parce qu'ils ont reçu un rein et également beaucoup d'émotion parce que ça nous a montré que l'humanité existe encore. Parce qu'aller donner un organe, ce n'est pas facile. Et nous avons vécu ça, les relations intrafamiliales. Donc c'est très émouvant. Et je pense que le Sénégal vient de compléter l'offre de soins en matière de prise en charge de la maladie rénale chronique. Parce qu'on avait la dialyse qui est complètement prise en charge. Et il nous restait la transplantation pour redonner espoir à nos jeunes patients qui n'avaient un autre choix que de rester en dialyse éternellement. Maintenant, nous avons la transplantation rénale. Je pense que cette activité va continuer, elle doit continuer et je suis sûr qu'elle va continuer parce qu'il y a l'engagement de toutes les autorités, du chef de l'État, du ministère de la Santé, pour rendre pérenne cette activité. Donc il faudra pour cela, par contre, relever le défi du financement, une fois que le défi de l'organisation a été fait. La Fondation turque de la transplantation d'organes se félicite de la collaboration franche avec les équipes sénégalaises. Des programmes de développement de la capacité en tant que fondation turque de la greffe d'organes au sein du réseau international de la transplantation.
Nous menons ces programmes avec des universités éminentes de Turquie ainsi que des ONG qui sont des meilleurs dans leur domaine. Nous avons fait la connaissance de monsieur le professeur Farika et de son équipe en 2015 et jusqu'à 2017, nous avons mené différentes activités de formation et plusieurs collaborations. En 2017, nous sommes arrivés à Dakar à l'invitation du ministère de la Santé du Sénégal. Et lors de cette visite, nous avons signé un mémorandum de consensus avec Madame le ministre de la Santé entre le ministère de la Santé du Sénégal et la Fondation turque de la greffe d'organes. Et ce mémorandum prévoyait une coopération entre le Sénégal et la Turquie pour le développement et le démarrage de programmes de transplantation. Depuis 2017, nos confrères sénégalais ont participé à plusieurs activités de formation organisées en Turquie. Les médecins, chirurgiens et infirmiers ont eu l'occasion de participer à ces formations. Et les préparatifs étant terminés en très grande partie, nous avons décidé de démarrer les transplantations d'organes en coopération avec le ministère de la Santé du Sénégal. Et nous sommes venus ici pour réaliser les 3 premières transplantations rénales au Sénégal et soutenir nos confrères sénégalais avec une équipe constituée d'experts, de médecins et de scientifiques des plus expérimentés de Turquie. Le Sénégal est entré dans l'histoire de la greffe et de la transplantation d'organes ce 26 novembre 2023. Ainsi, l'hémodialyse ne sera plus la seule solution offerte aux patients atteints de maladies rénales terminales. Après Dakar au Sénégal, le pays du président Macky Sall, retour en Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, a accordé un entretien au président de la commission de l'UMOA. L'équipe de CNN, conduite par Koulibaly Ousmane et Lévit Vauman, était au palais présidentiel pour entériner ce grand moment de rencontre entre le président de la commission de l'UMOA et son Excellence Alassane Ouattara. Le président de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 28 novembre 2023 au palais de la présidence de la République avec le président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement des projets de la stratégie de développement de pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. M. Abdoulaye Diop a ensuite fait avec le président Alassane Ouattara le point de la situation économique de l'Union qui se porte bien avec une reprise de la croissance économique après les différentes crises rencontrées au cours de ces dernières années, notamment la pandémie de Covid-19. Je suis actuellement à Abidjan dans le cadre de la table ronde des partenaires techniques et financiers, donc des bailleurs de fonds, pour essayer de mobiliser les ressources dans le cadre du financement du programme régional de développement de l'économie numérique et également de la stratégie de développement des pôles énergétiques de l'UMOA. Et je tenais à rencontrer le président de la République pour le remercier d'avoir accepté l'organisation de cette importante rencontre en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. Et également lui réaffirmer nos remerciements pour la disponibilité et l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui a été avec nous toute la journée d'hier pour le lancement de cette importante cérémonie. Donc ça a été une occasion pour vraiment réaffirmer toute notre reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à l'ensemble du gouvernement. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, la ministre de l'économie, du plan, du développement, Mme Nialé Kaba, et le ministre des Finances et du budget, M. Adama Koulibaly, ont pris part à cet entretien. On quitte la Côte d'Ivoire pour le Bénin, tout en vous rappelant que dans cette Côte d'Ivoire, n'oubliez pas la CAN qui va se dérouler au mois de janvier. Et comme je vous disais tantôt, il faut peut-être que je vous le rappelle, en Côte d'Ivoire, vous aurez droit à tout. Des belles visites, comme vous voyez d'ailleurs, toutes les différentes zones touristiques de Côte d'Ivoire, Assini, Bassam, ceux qui seront du côté de San Pedro pour aller à Grand Lao. Ils peuvent vraiment faire du tourisme et visiter ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire et surtout une gastronomie riche
est bio. Il y a ce que j'appelle de la sauce graine en Côte d'Ivoire. Il y a de la tchéké qui est un mets pratiquement officiel, du beau poisson braisé, des escargots. Et dans cette Côte d'Ivoire, comme je disais, il y a des ans, il y a des oh. Mais pour l'instant, on fait une part belle à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Maintenant que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous aurez tout, et comme je le disais, il y a des « il y a des « retenez simplement une chose, cette CAN se déroulera dans des très bonnes conditions parce que son Excellence, le président Alassane Ouattara, a mis tous les moyens. Et aujourd'hui, avec la coordination du Premier ministre Robert Begré-Mambé, on peut tout simplement se dire que l'Afrique, les 24 pays, auront l'occasion de faire une très très belle fête. Nous allons au Bénin. Au Bénin, le pays du président Patrice Talon, l'heure est quelque part déjà presque au préparatif de la présidentielle 2026. La présidentielle 2026, comme je disais tantôt, se prépare déjà de ce côté de l'Afrique, à savoir au Bénin. Ce pays dirigé par son Excellence Patrice Talon, qui a reçu l'ancien chef de l'État béninois, M. Boni Yayi, devenu opposant au régime actuel en République du Bénin. Cette rencontre très fraternelle de plusieurs heures a été très conviviale. L'Afrique prouve ainsi sa maturité dans l'exercice du pouvoir et de la démocratie. Reportage Raoul Sankoué. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu ce lundi 27 novembre 2023 au palais de la Marina une délégation du parti Les Démocrates conduite par son président M. Boni Yayi. Au menu des échanges, les griefs du parti Les Démocrates relativement à la liste électorale et au processus électoral de 2026. Pendant 4 heures de discussion, les deux partis ont échangé dans une ambiance conviviale et les sujets traités avec un sens élevé de responsabilité. C'était l'occasion pour le président des démocrates d'exprimer au chef de l'État, de vive voix, les doléances ou les attentes de son parti. Et au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, sans langue de bois et avec esprit d'ouverture, d'apporter des éclairages et des réponses appropriées, avec une disposition affichée d'accueillir favorablement ce qui ferait avancer les bonnes pratiques et le pays. Ainsi, sur les doutes relatifs à la fiabilité de la liste électorale brandie par les démocrates, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a pesé ses hôtes. Personne n'a mandaté l'ANIP pour tripatouiller la liste électorale. Personne. Donc je suis favorable à un audit de la liste état civil, de régime état civil, de la base de données. Je suis favorable à auditer, à voir si le logiciel est performant, s'il a été bien implémenté, pour voir si la prise en compte des naissances, des décès, de l'évolution des âges est automatique sans qu'il n'y ait dans une localité, sans que quelque part on dise « Ah, telle personne, ils sont connus comme étant démocrates ou BR ou UP. » Il faut que, sachant cela, qu'on les enlève de la liste. Ces choses-là, je ne pense pas que c'est possible, soit possible. Et le Bénin n'est plus à ça près. Pour le vice-président du parti Les Démocrates, une telle démarche demande l'adhésion de tous les partis politiques. Si nous voulons faire une telle démarche, il est souhaitable que ce soit l'affaire de tous les partis politiques. Peut-être ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui seraient représentatifs. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a rassuré ses hôtes que l'État mettra à disposition des moyens pour les audits. Ceux qui veulent s'associer à vous, vous avez la garantie que l'État va donner les moyens si vous n'en avez pas.
s'ils ne veulent pas cotiser, vous avez la garantie que moi, l'ANIP peut défendre l'exécutif. Ils seront instruits dès demain pour se mettre à votre disposition pour les audits selon ceux qui veulent bien. Durant cet entretien, le vice-président du parti Les Démocrates a fait une proposition au chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas perturber le dispositif constitutionnel. Mais je vais oser une proposition. D'accord. Puisque c'est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la Cour, à l'Assemblée nationale comme au gouvernement, par le président de la République, si vous suggériez à l'un d'entre eux de démissionner, vous ouvriez la porte à quelqu'un de l'opposition ou des démocrates et toute la nation verra que quelque chose a été fait. Ce sera formidable. Vous avez tous les moyens de loger cette personne quelque part d'autre. Sur cette proposition, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a été pédagogue. Comment ça s'appelle? Non, président. C'est une manipulation. Oui. Président Yaboni, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez été ancien président de la République. Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Je n'ai pas entendu. Ils veulent que... Moi, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il veut que on manipule. Non, que vous suggériez. Non, il veut qu'on manipule les institutions de la République au gré de l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan qui détermine aujourd'hui la manière dont, constamment, il faut manipuler les institutions. C'est très grave ce qu'il vient de dire, Monsieur le Président. Ça veut dire que vous qui avez été élu en 2006 président de la République, sans avoir personne, je sais de quoi je parle puisque nous avons travaillé à l'élection ensemble, on n'avait personne à la Cour constitutionnelle en 2006. En 2016, Patrice Talon n'avait personne au Parlement, à la Cour constitutionnelle. L'élection s'est bien passée, non? En 2023, les démocrates sont allés aux élections, ils ont eu 28 députés, même nombre de députés que le BR, sans avoir quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Et vous voulez que cet acquis, ce mérite que nous avons ensemble, qu'aujourd'hui nous décidons de considérer que ce n'est plus un mérite, ce n'est plus un acquis. C'est comme si on avait échoué. Faire ça, me suggérer de faire ça, c'est comme si nous reconnaissons que nous avons échoué en matière de responsabilité, de dignité, d'intangibilité de nos institutions politiques. Si on fait ça, c'est un aveu d'échec. Or, nous avons réussi. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause quelque chose qui est notre fierté? Enfin, fort de ces arguments, le président de la République du Bénin a demandé à ses hôtes du parti Les Démocrates de ne pas jeter de l'opprobre sur le pays juste pour des raisons politiciennes. Nous quittons le Bénin pour parler du Gabon. Mais avant de vous parler des activités au Gabon, une très très belle annonce qui va sûrement faire plaisir et aux Gabonais et aux Camerounais. C'est la visite officielle du président de la transition gabonaise, chef de l'État, président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vient au Cameroun. À cette occasion, le président rencontrera son homologue aîné, patriarche, papa, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Après cette rencontre, il prendra aussi plaisir à rencontrer, comme il le fait d'ailleurs partout dans toutes ses visites, rencontrer toute la communauté gabonaise installée au Cameroun. Le Gabon, ce pays qui a retrouvé toute sa sérénité politique, économique, peut tout simplement se féliciter de voir l'équipe dirigeante renouer avec les valeurs. Pour en parler qu'une, la cérémonie de descente du drapeau de la République gabonaise, devenue une règle. L'exemple a été donné par le palais présidentiel du bord de mer. Reportage Teddy Ossé, Raoul Sankoué. Conformément au communiqué des autorités de la transition du mardi 4 novembre 2023, instituant la levée des couleurs,
dans toutes les administrations publiques les lundis matins à 8h30 et la descente du drapeau chaque vendredi à 15h30, la présidence de la République et les administrations n'ont pas dérogé à la règle. Au perron du palais de bord de mer de Libreville, le président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame du Gabon, Madame Zita Oligui Nguema, et l'ensemble du personnel de la présidence de la République du Gabon, se sont conformés, une fois encore, aux nouvelles règles républicaines instaurées par le gouvernement. Un cérémonial présidé par le président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. L'ensemble des agents de la présidence de la République du Gabon se sont appropriés ce rituel avec fierté. La fierté d'un Gabon qui retrouve sa dignité chaque jour qui passe. Ceci grâce au pragmatisme du président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le drapeau du Gabon est composé de 3 bandes horizontales de couleur verte, jaune et bleu, clairement évoqué dans le 4e couplet de l'hymne national du Gabon. Il est 15h30 ce vendredi 24 novembre 2023 à la primature. Le chef du gouvernement de transition, Raymond Don Sima, entouré de ses plus proches collaborateurs, ainsi que du personnel de la primature, prend part à la cérémonie de descente du drapeau de la République, marquant ainsi la fin de la semaine administrative. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Toutes les administrations de la République ont respecté les nouvelles règles républicaines. Le drapeau de la République est un symbole républicain. Nos enfants, nos petits frères, et même parmi nous, il y a certains de notre génération qui n'ont pas le sens de l'observation. Donc c'est important. D'autre part, c'est aussi notre identification. Cette mesure républicaine a d'abord été instaurée dans les établissements scolaires par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ensuite, elle a été étendue dans les administrations du Gabon, avec pour objectif de consolider l'unité nationale. Nous suivons les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, pour qu'il y ait tous les lundis une levée des couleurs pour matérialiser la semaine, le début de la semaine administrative, et tous les vendredis la descente des couleurs pour matérialiser la fin de la semaine administrative. Ce sont ces instructions-là que nous suivons. Cette pratique républicaine, qui témoigne de l'engagement et de l'attachement des citoyens à leur pays, est donc ainsi instituée dans l'administration gabonaise. Unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Voilà que des valeurs sont retrouvées, des valeurs civiques, l'instruction civique, montrer à nos jeunes comment est-ce qu'il faut respecter le drapeau national. Et nous sommes en pleine période de la COP28 et le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est envolé à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, pour assister lui aussi, ainsi que 196 États et gouvernements qui sont tous du côté de Dubaï pour la COP28. Parlons-en du Togo. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Issofsinbaye, au Kazakhstan, invité en visite officielle par son homologue Kavin Joviat-Tokayer, chef d'État de ce pays d'Asie centrale et ancienne république soviétique. Sa capitale n'est autre que Astana. Oui, le président Faure a pris ses heures de vol et de décalage horaire pour vous, Togolais, peuple togolais, rapporter du bonheur à son peuple, il en fait une obsession. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Issofsinbaye Gnassingbé, est arrivé ce lundi 27 novembre 2023 à Astana, au Kazakhstan, pour une visite officielle à l'invitation de son homologue Kassym-Jomart Tokayev.
Ce premier déplacement du chef de l'État togolais en terre kazakh consacre une nouvelle ère de coopération entre le Togo et le Kazakhstan, un pays de l'Asie centrale. Les deux dirigeants vont s'entretenir sur des sujets d'intérêt commun, relatifs notamment aux investissements, au commerce, à l'énergie, au transport, à la logistique, ainsi qu'à l'agriculture. Les présidents Faure et Sozimna Yassimbe et Kassim-Jomart Tokayev aborderont également les questions liées au développement du continent africain, à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion de la paix et de la sécurité dans les différentes régions du monde. Durant son séjour, le chef de l'État visitera les sites socio-économiques et institutionnels du Kazakhstan. Pour rappel, l'économie du Kazakhstan est l'une des plus importantes en Asie centrale. Le pays est riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, en gaz naturel, en minéraux et en métaux. Ce pays poursuit une politique étrangère multivectorielle et entretient de bonnes relations avec les États voisins et les grandes puissances mondiales. Après le Togo, nous allons parler de la coopération Chine-Côte d'Ivoire, à l'exemple d'une très belle association baptisée le Club des Amis de la Chine. C'est dire simplement comment un jeune Ivoirien, soucieux du devenir de son pays, la Côte d'Ivoire, a réussi à comprendre qu'il fallait élargir un tout petit peu les relations et créer une association à but non lucratif, une association humanitaire baptisée le Club des Amis de la Chine, dont j'en fais partie. Et ce brillant et jeune président d'institution a décidé simplement de s'ouvrir et de montrer encore une fois que les Africains sont ouverts. Récemment invité en Chine, le président du Club des Amis de la Chine a tout simplement fait des belles rencontres profitables pour la Côte d'Ivoire et la jeunesse de Côte d'Ivoire. Monsieur Rodrigue Wakiri, président de l'association le Club des Amis de la Chine. En reportage, Charlotte Abdoulaye. Rodrigue Wakiri, président du Club des Amis de la Chine de Côte d'Ivoire, a été honoré par l'ambassade chinoise en Côte d'Ivoire pour sa contribution exceptionnelle au concours de la ceinture et la route, marquant le 10e anniversaire de cette initiative. Événement qui s'est tenu du 6 au 10 novembre 2023 dans la province de Shandong, à Jinan. C'était la deuxième grande réunion des associations d'amitié Chine. Durant son séjour, il s'est prononcé sur la ceinture et la route et à faire des rencontres d'affaires très importantes et sceller des partenariats avec des futurs jumelages entre les villes chinoises et ivoiriennes. L'ambassade chinoise en Côte d'Ivoire l'a salué au cours d'une cérémonie solennelle pour son engagement et son rôle lié à la ceinture et la route. Cette initiative, lancée il y a 10 ans, vise à renforcer les liens économiques et culturels entre les nations, favorisant ainsi une coopération mutuellement bénéfique. Prenant la parole à cette occasion, Rodrigue Wakiri a exprimé sa gratitude envers le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, pour cette reconnaissance significative. Non sans oublier de saluer le Club des Amis de la Chine en Côte d'Ivoire et la Fédération des associations d'amitié Chine-Afrique pour leur soutien continu tout au long du concours. Ces institutions ont joué un rôle important dans la promotion interculturelle et des liens d'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Il a souligné l'importance de l'initiative de la ceinture et la route dans la promotion du développement mondial, mettant en avant les avantages mutuels qu'elle offre aux pays participants. La reconnaissance de Rodrigue Wakiri par l'ambassade chinoise en Côte d'Ivoire souligne l'importance des liens sino-ivoiriens. Cet honneur renforce également le rôle essentiel de la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette initiative, ouvrant la voie à de futures collaborations et échanges entre les deux nations. Après ce séjour et surtout ce beau travail effectué par l'association le Club des Amis de la Chine en Côte d'Ivoire, présidé par M. Rodrigue Wakiri, nous allons tout simplement parler de notre jeune qui brille dans ses capacités à transgresser ce que l'on attend de voir sur la jeunesse africaine, principalement en Côte d'Ivoire, à savoir tout ce qui s'oppose à la paix. Lui, il a plutôt opté pour une optique de paix, à tous égards, quel que soit ce qui est appliqué à son parti politique. Il est jeune, manquant de moyens, on peut le dire, mais qui a un parti politique soudé, avec une rigueur à la chinoise. Ce parti politique n'est autre que le COGEP. Et son président, M. Charles Blé Goudé, qui vient de marquer les 1 an de son retour en paix, en Côte d'Ivoire, son pays natal. Ce jeune parti politique qui organisait pour la 2e fois son congrès ordinaire, mais celui-là était le tout premier en présence de son président, avec pour thème de ce congrès « Quel COGEP
face aux mutations sociales, économiques et politiques nationales et sous-régionales. Ce congrès qui a vu la participation de nombreux adhérents du COJEP venus des 4 coins de la planète, teinté par une fin qu'on souhaiterait autrement. Reportage, Charlotte Abdoulaye. Du 24 au 26 novembre 2023, les cadres et militants du COJEP, la formation politique de Charles Blé Goudet, a entamé ce vendredi 24 novembre 2023 son 2e congrès ordinaire du COJEP autour du thème « Quel COJEP face aux mutations sociales, économiques et politiques, nationales et sous-régionales ». Les délégations sont venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire, de l'Europe ainsi que des États-Unis pour assister à ce 2e congrès ordinaire du COJEP. L'ouverture de ce congrès avait un caractère particulier, dû à la présence de son leader, Charles Blé Goudet, rentré d'exil il y a juste 1 an. Après des années passées à la Cour pénale internationale de La Haye, ceci en présence de Simone Gbagbo, présidente du MGC, et Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, venu le soutenir. Ce 2e congrès ordinaire du COJEP est l'occasion pour les membres statutaires de revenir sur les différentes mutations qu'a connues le COJEP et mettre en avant pour rendre le COJEP plus fort. Prenant la parole pour la circonstance, Simone Gbagbo, présidente du MGC, a dit être une mère comblée. Je suis donc une mère comblée à ce niveau-là. Mais je suis comblée parce que vous êtes un fils vaillant, n'est-ce pas? Mais je suis comblé parce que vous êtes un fils responsable. Et je suis comblé parce que vous êtes un fils qui se préoccupe de s'instruire pour faire face aux engagements des générations actuelles. Charles Blé Goudet a été réélu et installé comme président du COJEP. Vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les dispositions statutaires du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, j'investis M. Blé Goudet Charles en qualité de président du parti que je vous demande d'acclamer, d'ovationner, s'il vous plaît. Prenant la parole après son investiture, le président Charles Blé Goudet a promis faire du COJEP un grand parti politique. Vous venez de me renouveler votre confiance. Je ferai toujours la même promesse. Construire un grand parti. Nous sommes en construction, nous sommes au début. Je le répète encore. Les autres partis que vous enviez ont eu un début. Acceptez de construire. Acceptez d'investir. Ne braquez pas la politique. Ceux qui prennent les raccourcis, à un moment donné de leur vie, ils ont l'impression d'avoir tout eu. Mais ça les rattrape toujours. C'est une loi de la nature. Un mini-sommet panafricain a eu lieu le samedi 25 novembre 2023 à Abidjan. Il a réuni plusieurs délégations africaines afin de réfléchir sur l'avenir du panafricanisme. Pour cette jeune génération, le panafricanisme se veut un concept qui prône l'unité, la souveraineté et le développement du continent selon les valeurs africaines. Voilà, qui a décidé de faire des choses dans la paix, de prendre à contre-pied les ennemis de l'Afrique, le président du COJEP, M. Charles Blé Goudet. Nous allons à RDC d'ailleurs, où il a un ami avec qui il a passé de très longs moments, ministre d'État, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, M. Bemba. Et nous allons dans son pays qui va vivre des élections suprêmes, à savoir les présidentielles. C'est même d'ailleurs des élections générales, mais nous parlerons surtout des présidentielles. Et à l'occasion des élections présidentielles, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, est candidat, lui aussi, à cette élection présidentielle en République démocratique du Congo. Il a tenu un meeting dans sa ville natale du Bukavu, à l'est de la RDC. Reportage Charlotte Abdoulaye pour CNN. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, est candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo, a organisé ce samedi 25 novembre son premier grand meeting de campagne dans sa ville natale de Bukavu, dans l'est de la RDC.
en s'adressant à une foule de milliers de sympathisants réunis sur la place de l'indépendance de la capitale provinciale du Sud Kivu, le gynécologue de 68 ans a promis de lutter contre la corruption et de mettre fin à la guerre, mettre fin à la famine en cas de victoire, quoique le pays connaisse un pic de la crise avec le retour sur scène de l'ancienne rébellion du M23. Donnez-moi le pouvoir de diriger ce pays et je vais en finir avec la guerre. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, on va éradiquer la famine. Et troisièmement, nous allons lutter contre les antivaleurs qui ragent notre société. Aujourd'hui, c'est normal de voler au Congo. C'est normal de corrompre, a dénoncé le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre, dans un discours en Kiswahili. Nous traversons juste le fleuve qui sépare les deux Congos, à savoir le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. C'est un fleuve qu'on peut traverser avec un bac. C'est pratiquement de l'autre côté. C'est un ami, le président de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, qui me disait quand on se voyait à Brazzaville que l'autre côté, l'autre côté, c'est New York, parlant de Kinshasa. Mais là, c'est une simple boutade. Nous allons maintenant au Congo, le Congo du président Denis Sassou Nguesso. Au Congo-Brazzaville, l'heure est à la sécurité sociale. La campagne d'enrôlement biométrique a été officiellement lancée à Brazzaville pour le grand bonheur des Congolais. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, M. Anatole Koliné Makosso, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a lancé officiellement ce vendredi 24 novembre 2023, au siège de Congo Télécom à Brazzaville, l'opération d'enrôlement biométrique des assurés sociaux à la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU. Une opération qui sera suivie de la phase de recouvrement des cotisations sociales des assurés, en passant par les cartes de santé, qui donnera ainsi accès aux soins de santé pour les cotisants ainsi que pour leurs conjoints et enfants dans les formations sanitaires. L'objectif initial de l'enrôlement biométrique des assurés est d'atteindre 110 000 personnes au cours de la phase pilote. L'opération d'enrôlement biométrique des assurés de la Caisse d'assurance maladie universelle dans cette phase pilote vise un échantillon d'assurés ouvrant et ayant droit compris, composé des catégories suivantes: conducteurs de taxi et de bus, retraités, salariés d'entreprise, agents civils de l'État. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre a relevé que ce système se veut solidaire face à la maladie par la mutualisation des ressources et que dorénavant, les questions financières ne seront plus un obstacle. À toutes les couches sociales, travailleurs, salariés ou indépendants, ceux du secteur public ou privé, les professions libérales, les étudiants, les personnes vulnérables et aussi les résidents étrangers en situation régulière. Le gouvernement met au service de la nation un service pour lequel aucun citoyen ne saurait rester au bord de la route pour des besoins de santé. Le directeur général de Congo Télécom, M. Yves Castanou, a exprimé sa fierté sur l'opérateur historique abrite ses locaux, ce lancement officiel de l'opération d'enrôlement biométrique de la CAMU, un projet gouvernemental inscrit dans le plan d'action du président de la République du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et qui vise à assurer une couverture sanitaire à tous les Congolais. La mise en place de la CAMU a pour objectif principal de garantir l'accès aux soins de santé à tous, sans exception ni contrainte financière. Dans cette perspective, une contribution de solidarité prélevant à la source 0,5% des plus nantis est instaurée par l'État au profit des plus vulnérables et des plus démunis face à la maladie. Ainsi, le gouvernement mobilise les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. L'événement qui marque la planète n'est autre que la COP28, qui est cette grande conférence organisée par les Nations Unies du côté de Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Et de ce côté de Dubaï, la conférence internationale 2023 sur les changements climatiques, la COP28 organisée par les Nations Unies, se tiendra du 30 novembre au 12 décembre. L'équipe de CNN, conduite par Sylvie de Boisfleury, depuis Dubaï. Il faudrait vous rappeler qu'à cette occasion, on dénombre 100 000 participants et 196 pays et délégations.
Le PDG de la première compagnie pétrolière et gazière, le sultan El Jaber, est le président de ce sommet. Depuis Dubaï, nous retrouvons tout simplement la correspondante de CNN, Sylvie de Boisfleury. La COP28 est annoncée comme la plus grande conférence pour le climat organisée à ce jour. 70 000 participants, 180 chefs d'État sont attendus. Cette édition est particulièrement scrutée. Le président de la COP28 n'a pas droit à l'erreur. 5 temps forts et objectifs pour cette COP28. Établir le premier bilan de l'accord de Paris. Le GIEC a rappelé à cette occasion que chaque degré compte et qu'un monde à plus de 2 degrés sera très différent d'un monde à plus 1,5 degré. Le deuxième enjeu est d'afficher des objectifs clairs sur l'énergie. Le triplement de la capacité des énergies renouvelables, améliorer l'efficacité et surtout sortir des dépendances énergétiques liées aux ressources fossiles émettrices de CO2. Le troisième enjeu sera d'impliquer le secteur pétrolier dans cette transition. Quant au cinquième et quatrième enjeu, qui sont tout d'abord organiser le fonds pour les pertes et dommages, et ensuite et surtout débloquer les financements, le président de la COP28, le sultan Al Jaber, peut être satisfait, car dès la première plénière, la création de ce fonds a été adoptée, une avancée positive pour espérer dégripper les tensions financières entre le Nord et le Sud. L'Allemagne, les États-Unis, le Japon, l'Union européenne se sont engagés dès à présent de financer ce fonds. Un succès attendu par le président de la COP28, le sultan Al Jaber, qui voulait faire de ce premier jour un moment historique. Je suis Sylvie de Boisfleury, depuis Dubaï, pour CNN. Après Dubaï, nous revenons pour parler encore de politique. C'est l'heure du grand format. Avec le relais de nos équipes du côté de l'Afrique centrale, le TDOC, Hilaire Branchois qui a fait quand même un voyage pour rencontrer Dédé Laloy du côté de Kinshasa. La maestria de la post-production de Marcel Basselet a décidé de se consacrer sur un sénateur congolais. Un sénateur, vous verrez comment est-ce qu'il parle du président à date du Congo démocratique. Et aussi, nous avons décidé comme ça de vous accorder une part de cette campagne présidentielle réservée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le numéro 20. Restez des nôtres. Vous savez, je dois vous dire une chose. Ce que nous cherchons dans la personne, premièrement dans la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quoi? Premièrement, c'est la volonté. Il n'y a qu'au Congo où il y a des gens qui sont munis de mauvaise volonté. Je vais vous lire d'abord quelques citations des grands acteurs politiques du monde qui se sont prononcés sur la personne de Tshisekedi. Écoutez. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo ou du Congo-Brazza, avait dit ça. C'est Félix Tshisekedi qui possède la clé du développement de l'Afrique. Écoutez-moi très bien. Adolphe Muzito, il a dit, Félix Tshisekedi est un garçon sincère et honnête que je respecte. Suivez les citations, c'est tellement important. Eve Bazaïba, elle a dit ceci. Félix Tshisekedi est un Josué qui va nous faire entrer dans la terre promise. Paul Kagame, le président du Rwanda, voilà ce qu'il a dit sur la personne de Félix. Il a dit, c'est possible que Félix Tshisekedi devienne roi d'Afrique. Nous sommes prêts à le soutenir. Ça vient de la bouche de Kagame. Peut-être vous oubliez vite. Le roi des Belges, écoutez ce qu'il a dit. Je ne veux pas que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir. Il a du travail à faire pour les Congolais. Ça, c'est le roi des Belges. C'est tellement important de savoir. Donald Trump, j'ai été impressionné par le discours du président Félix devant le Conseil de sécurité. En tout cas, c'est un véritable leader. Bill Gates, qu'est-ce qu'il a dit? La République démocratique du Congo manquait un président sérieux comme Félix Tshisekedi. Toutes les citations que je vous donne
C'est des hommes d'État. Angela Merkel, mon ayua ou Allemagne, Arisema, je ne vois pas l'Afrique évoluer à l'absence de Félix Tshisekedi. C'est un homme qui caractérise le changement. Voilà quelques citations que je vous donne. Mais il y a des gens, un tel président qui est quand même apprécié dans le monde entier. Il n'y a que son peuple qui ne l'aime pas. Chers frères et sœurs katangais ou chers frères et sœurs congolais, écoutez-moi s'il vous plaît. Ces pays ici méritent mieux. Vous avez un président public qui vient au pouvoir, qui vous accorde la gratuité de l'enseignement de base. S'il vous plaît, total akapé côté positif il y a mon tout. Gratuité oyo et enseignement primaire, ça facilite beaucoup de parents. Je suis parent. Beaucoup de parents aujourd'hui, ça les a quand même épaulés. Mais il y a toujours des gens qui voient négativement, des pessimistes. La gratuité, vous voulez dire que la gratuité n'a pas un impact sur la vie de nos familles au Congo? Alors que cette gratuité-là a été prescrite dans la constitution de la RDC depuis 2006. Il fallait attendre 2018 qu'un homme vienne pour matérialiser ça. Aujourd'hui, nous avons la maternité quand même, jusque-là, dans le cadre de la santé universelle qui devient quand même gratuite. Mes chers frères, vous voulez qu'on fasse pour vous quoi? De la magie, qu'on développe le pays en un seul clic de... C'est quoi? Il y a quoi finalement? Les militaires et policiers, est-ce que bino bobo na kalisusu ba policiers to ba militaires, ba obazaki na bateni et pasuka? Les militaires aujourd'hui quand même, vous voyez des militaires et policiers qui sont propres aujourd'hui. On ne voit plus ces jeux-là. Des militaires, on était habitués à voir des militaires avec des tenues en lambeaux. Mais aujourd'hui, regardez la santé de nos militaires. Regardez la santé de nos policiers. Regardez même leurs familles. Mes chers frères congolais, vous qui êtes des médecins, les salaires que vous avez sous Félix, est-ce que vous aviez ça? Je suis médecin. Les juges, les magistrats, vous qui êtes dans l'appareil judiciaire de la RDC, le salaire que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous l'aviez? Chers professeurs d'université, y a-t-il pas majoration dans votre salaire, s'il vous plaît? Mais soyons quand même conséquentiels, s'il vous plaît. Reconnaissons quand même les valeurs de quelqu'un. Vous haïssez Tshisekedi parce que c'est un Kassaïen ou parce que vous êtes des diables? Chers frères, ne lisez-vous pas l'évolution de ces pays sur l'échiquier international? Ne voyez-vous pas une bonne volonté dans la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui. Moi, j'essaierai. Mais nous connaissons votre gestion. Messieurs, nous connaissons votre gestion. Tous ceux qui vont se poser aujourd'hui, je serai candidat à la présidence. Mais nous vous connaissons très bien. Nous connaissons la manière dont vous avez dirigé. Vous pensez que si vous venez aujourd'hui, vous allez nous convaincre. Mais nous connaissons votre gestion pendant des temps. Les autres ont été de qui? Des ministres, des gouverneurs, de quoi? Mais nous connaissons la gestion de tout le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que vous venez tomber aux Congolais. Venez aux élections. Venez challenger Félix Tshisekedi. C'est alors que vous allez accepter Moutaïti Kamoué. Eh, Chikote Batoto Batakuria. Mfimbo, il est Batoto Batakuria. Venez aux élections. Challenger Félix Tshisekedi. Nous sommes là. Et vous allez voir le 20 décembre comment nous allons célébrer cette grande victoire écrasante. Nous sommes forts à côté de Tshisekedi. Nous soutenons le président de la République. On a monté, on a dit, oh, Katange, et qu'on a soutenir Nani, Muntu Wafashi Engine, qui t'a dit, parlez Joseph Arikou, ba Muzito, ba Katange, ba Matata Mponyo, ba Katange. Ils n'ont pas soutenu Joseph Kabila. Paka Tshisekedi njo munanza bongo, ile mambo kutuutiliza shi Katange contre Félix, bongo yenu, munakalanga mai, baloji. Nous allons nous mobiliser pour apporter un soutien indélébile au président de la République. Fachi Béton, Fanda Nayo. Monsieur le président public, si vous voulez, vous pouvez ne pas faire la campagne dans toutes les provinces. Laissez-nous, nous allons faire une campagne, restez à la maison. Et vous allez voir comment est-ce que nous allons chicoter les enfants. Chers compatriotes, depuis mon investiture le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires
dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargné. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'agression de nos voisins et au terrorisme. Nous avons une nouvelle fois démontré que dans les moments les plus difficiles, nous, Congolaises et Congolais, savons toujours résister et rebondir. J'en veux pour preuve la force de caractère et les efforts consentis durant la pandémie de Covid-19 ou encore la dignité des habitants de Goma face à l'éruption du mont Nyiragongo en mai 2021. Chers compatriotes, pendant les 5 années durant lesquelles vous m'aviez confié la direction de notre cher et beau pays, j'ai initié plusieurs réformes, toutes axées sur le renforcement de l'autorité de l'État en vue de garantir un cadre propice pour l'avènement du progrès et l'accroissement du bien-être de nos populations. À cet effet, et convaincu que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et que notre force réside dans notre solidarité, j'ai initié en 2019 le programme de gratuité de l'enseignement de base qui a permis à ce que plus de 5 millions d'enfants renouent avec le chemin de l'école. À ce programme s'est ajoutée la mise en œuvre cette année du programme de la couverture santé universelle à travers le lancement du projet de gratuité des soins aux femmes enceintes, des accouchements et des soins de santé aux nouveau-nés. Qu'est-ce qui a donc pu motiver ces initiatives? Pas une simple posture politicienne, mais plutôt la réelle volonté de voir émerger un Congo fort et prospère et à la souveraineté affirmée. Un Congo dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et nos villes connectées pour le meilleur. Ma motivation est également celle puisée dans la conviction qu'il n'existe aucun principe constitutionnel qui dispose des disparités rencontrées dans notre existence collective. C'est fort de ces convictions que j'ai tenu à lancer le programme de développement local dans les 145 territoires, en partant de la conception que les conditions de vie ne peuvent être radicalement différentes selon que l'on vive dans une grande ville ou dans un village reculé au sein de notre territoire national. Ces efforts, nous devons les poursuivre. Au moment où je sollicite ce deuxième mandat, mon ambition est d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé pour réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et dans sa fierté d'appartenir à notre chère et belle nation. Je sais que ce sentiment dépend de sa garantie de trouver un emploi décent, lui permettant de couvrir les besoins de sa famille. Il dépend aussi de la garantie d'avoir accès aux services publics de base et de jouir de la protection de l'État. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur 6 engagements majeurs, à savoir, premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre macroéconomique. Troisièmement, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous au moyen d'une restructuration profonde de l'appareil de sécurité et de défense, ainsi que la sauvegarde de nos intérêts par le renforcement de l'Académie diplomatique congolaise. Quatrièmement, l'engagement d'intensifier la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en procédant par l'intégration de l'espace national en un marché unifié pour mieux la préparer à la transformation des produits agricoles et miniers bruts. Cinquièmement, l'engagement de garantir plus d'accès aux services de base en assurant la réception des soins de santé de qualité
et un accès universel à l'enseignement primaire et secondaire, à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à la protection sociale. Et enfin, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics à travers la construction et l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et touristiques, tout en réduisant la fracture numérique sur tout le territoire national. Oui, fort de tout ce que j'ai pu démarrer avec vous, ma conviction demeure qu'un nouveau Congo est réellement possible et je ne ménagerai aucun effort pour capitaliser sur les résultats déjà obtenus et les leçons apprises pour que cette vision de grandeur, tournée vers un futur meilleur, produise les résultats escomptés. Puisque nous avons déjà pris le train du progrès, ne prenons pas le risque le 20 décembre d'aller vers l'inconnu. Poursuivons sur cette lancée pour un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 20 décembre, je suis le numéro 20. C'est terminé pour cette émission Constieka en 8 News. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant, je vous donne rendez-vous au prochain numéro sans omettre de vous demander de suivre toutes les rediffusions sur votre petit écran, cette chaîne de télévision que vous avez choisie. Je suis Constieka. Au revoir. Le rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Constieka All Week News en multidiffusion sur CNN, la télévision autrement, sur les bouquets Télépac, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.